Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Voilà, c'est la reprise de Topic News sur Alliance 92. Comme nous avons l'habitude de l'entendre, Franck Ramarson à travers ses analyses, ses constats, toujours style journalistique. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Oui, phénomène Dahl, voilà, nous y sommes. Encore, cela fait depuis presque 3 mois que on a sonné la sonnette d'alarme. Maintenant, les décisions sont prises. Toute une équipe, une armada, pour réfléchir, pour défendre, pour attaquer, on ne sait pas, entre guillemets. Tout qu'on fait pour Courrier de Madagascar, Franck Ramarson, toutes ces décisions des dernières 24 heures. Oui, effectivement, donc il y a eu la descente du président de la transition. Il y a eu des discours qui ont été prononcés. Mais en écoutant les discours, en voyant les photos de la visite du président à Bétchou, donc des observateurs, des téléspectateurs n'ont tous empêché d'exprimer leurs impressions et tous leurs ressentis devant ce qu'ils estiment comme une gouvernance, comme gouvernance surtout, au mode de fonctionnement des dirigeants devant le fléau qu'endurent déjà plus de 2 mois les populations de cette partie de l'île. Mais en voyant donc à la télévision, on voyait tous ces discours, tous ces gens des médias qui accompagnent le président, c'est comme on a toujours la bonne habitude, on parle toujours de gouvernance spectacle, de discours de vendeur bras-tangrière et populiste. Effectivement, le discours du président de la transition est perçu comme un discours choc. Musclé, pour certains, il a été choquant. Cependant, on se pose la question, ce discours a-t-il été prononcé pour dissimuler la vérité, qui serait le retard près, tergiversation ou la mauvaise appréciation de la situation? Donc, comme nos confrères écrivent si bien dans tous les journaux d'hier, il aurait fallu 3 mois avec des centaines de morts de malgaches pour que des grands moyens soient enfin mobilisés. Bien sûr, il y a eu des descentes de hauts responsables, mais leurs actions se sont limitées à quelques visites, quelques réunions, puis quelques rapports sans solution. Pour tout le monde, donc, peu importe leur qualité, statut, bandits et forces de l'ordre, mais personne ne s'en émeut de ces morts, et tout le monde semble se régaler des photos exposées des corps mutilés que vous avez vus dans c'est très sauvage comme... Tandis que ceux des éléments des forces de l'ordre sont alignés dans des cercueils joliment recouverts du tableau national. Donc, vous savez, voilà le contraste. C'est le spectacle que vous voulez dire désolant. C'est un spectacle désolant, et comme on dit, les horreurs qui se sont passées dans le Sud n'ont rien à envier avec ce qui se passe actuellement en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan. Pour donc ne citer que ces pays où les violences sont monnaie courante et des plus banales. Là, donc, je vois qu'aujourd'hui, on met en place une force spéciale pour éradiquer les Dahl. Mais comme vous savez, donc, on prend des Dahl maintenant pour des ennemis de l'intérieur. Or, le concept de Dahl, sociologiquement, c'est lié à la culture malgache. Vol de zébus sont donc c'est un sport national dans le Sud. C'est aussi, dans le temps, c'était quelque chose qui fait honneur à la population, c'est-à-dire à celui qui vole le plus de zébus, mais dans un but totalement traditionnel, pas dans un but marchand. Donc, moi, je pense que parler de Dahl en termes d'ennemis, comme a dit un confrère, on a transformé les Dahl en ennemis. Là, je pense que c'est une grande responsabilité maintenant de dire que l'on va réprimer et puis que l'on va donc faire une guerre sauvage contre. On ne sait pas si c'est vraiment des bandits ou ce sont des gens qui se sont mêlés aux bandits que l'on va, je dirais entre guillemets, assassiner, tuer, parce que cela n'empêche pas qu'il y ait des exactions. Cela n'empêche pas qu'il y aura des dérives et des bavures de la part donc de... Mais comment protéger aussi les civils dans toute cette histoire? Les villageois, comment les enfants, les femmes? Je pense qu'à ce niveau-là, il y aurait d'abord eu une concertation, une consultation des notables de ceux pour savoir donc distinguer le bon grain de l'ivraie. Et c'est là que le bas blesse, parce que on n'a pas su prendre déjà à un niveau national les mesures qu'il fallait. Depuis qu'il y a eu donc ce massacre de 15 militaires et gendarmes, c'est-à-dire vers le 12 juin, et que c'est là qu'il fallait donc mettre toute une série de stratégies, et que comme le reproche à beaucoup de gens qui connaissent les questions de sécurité et de sûreté, pourquoi les services de renseignement militaires, le deuxième bureau, les renseignements généraux du ministère de l'Intérieur, la DST, de la présidence qui est quand même célèbre, prompte à arrêter toutes sortes de personnes, à les traquer, donc des opposants, et la CIS qui est quand même la centrale intelligence sûreté, qui s'occupe donc tous ces services ont été donc affectés dans des missions politiques.
voilà, qui n'ont pas fait leur travail correctement de défense de la sécurité des biens des personnes, défense des frontières et aussi défense tout court, donc, de la population face, donc, à l'insécurité. Voilà ce que je dirais, qu'on n'a pas pu maîtriser toute cette zone infestée par des dalles, et que, alors que l'objectif principal qu'il fallait mettre en place, déjà au départ, c'était de détecter, donc, démanteler à tous les niveaux de décision les réseaux de voleurs de bovini, puisque tout a commencé par là, donc, qui alimente, en fait, et finance le marché national et aussi l'exportation, puisque d'après toutes les informations qu'on a, vous savez, donc, dans les médias, c'est que cette prolifération, donc je dirais, de toute cette insécurité part d'une décision du gouvernement, du régime, donc d'avoir autorisé l'exportation des épuis depuis donc 1 an, c'est-à-dire vers le mois de mai ou avril 2011, décision qui a été signée par un ministre de l'élevage de l'époque, sous la pression, semble-t-il, de ses patrons, le ministre Barra Fouchala, et qui est devenu consul général en Afrique du Sud. Donc tout part de là, toute donc cette, je dirais, insécurité dans le Sud, puisque à partir de là, des hommes d'affaires, il y a eu des carnets de commandes, des marchés à l'extérieur, et par rapport donc à ce qui se passe sur un autre plan, c'est que l'offre sur le marché des bovidés donc ne suit plus la demande. C'est presque le bois de rose, quoi. C'est presque le bois de rose, mais comme vous savez, vous l'avez dit, dans le Sud, il y a autant de zébus que l'on ne pense. Mais vu la tradition, c'est donc un élevage contemplatif. Et comme j'ai dit tout à l'heure que l'offre de zébus commercialisables est inférieure et supérieure à la demande, excusez-moi, c'est que les dalles, donc pour satisfaire le besoin de ces exportateurs qui ont des marchés de commande à l'extérieur, vont aller chercher. Mais où sont passés tous ces zébus qui... C'est pour ça que donc, ce qui étonne tout le monde, c'est que on peut comptabiliser les morts, donc on ne comptabilise pas les zébus qui ont disparu de la nature. C'est là que il y a donc une faille dans le système, c'est que les services des renseignements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont sophistiqués tout cela, qui se disent qu'ils ont tous des GPS et tout cela, n'ont pas utilisé les matériels en possession pour la traque donc de ces bandits, pour la traque donc de ces bovidés. Vous-même, Prisca, vous allez être étonné parce que pour combattre les dalles, donc il y a 2 sortes de dalles. Des dalles qu'on a importées d'autres villes, donc des dalles, je dirais, à des allures... Le péjoratif, quoi. Péjoratif, oui. Donc qui utilisent donc des armes sophistiquées que l'on veut combattre, mais c'est donc des dalles qui traditionnellement connaissent bien le plan de marche de la région, donc vers les fleuves, vers les montagnes, vers les pistes, et que ce sont ces dalles-là que les militaires n'arrivent pas finalement à voir, puisqu'ils n'ont pas eu cette formation de guérilla, ils n'ont pas eu cette formation donc de combattre, comme on en voit au Vietnam, dans les maquis et tout ça, et je dirais que c'est là que il faut dire que les institutions militaires sont défaillantes, parce que c'est bien beau de faire défiler autant de militaires, autant de GIR, autant de G6 à Mamache, mais finalement, quand ils sont sur le terrain, voilà le bilan, autant de morts. Dites-moi, Franck Ramerson, pour Courrier de Madagascar, par exemple, le fait que les responsables de nos forces armées font des déclarations ou rassurent, puis après, c'est le gouvernement qui met aussi la main à la pâte. Et puis, voilà, maintenant c'est la présidence, mais qui commande notre système de forces armées, en fin de compte? Si on parle de dalles, parce que déjà politiquement, comme vous le dites, tous nos DST et tout le Bataclan s'y mettent, mais là, on parle plus de Tana, on parle du Sud. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc parce que c'est, je dirais, la précaution primaire qui n'a pas été prise. Dès qu'il y a eu, donc je dirais, ces morts, parce que dans le Sud, au mois de juin, il fallait déjà analyser, évaluer la situation par une mission d'information, de renseignement. Mais que fait-on dans le conseil de gouvernement, Franck? Donc, on n'en discute pas, par exemple? On peut en discuter, on peut tout faire en conseil de gouvernement, mais quand on ne prend pas les décisions qu'il faut. Élémentaire, j'ai dit, il y a une mission de renseignement qui va aller en collaboration, c'est là peut-être avec des pays amis, peut-être avec des services étrangers, pour savoir, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, identifier tous les problèmes. Qui est-ce qui exporte? Qui est-ce qui collecte? Qui est-ce qui achète? C'est le B.A.B.A. quoi. C'est le B.A.B.A. Donc avec tout ce qu'il y a après,
pister, comme disait le président, avec des satellites, parce qu'on peut déjà la voir, avec les GPS. Donc moi, je suis sûr que maintenant, si on avait fait ça au mois de juin, on peut faire ça donc mois d'août, mois de juin. Nous sommes au mois de septembre, vers donc mi-août, on aurait déjà... Et on était encore dans nos problèmes de Seychelles et toute la compagnie, Franck Amerson. Non, mais écoutez, on peut être toujours dans les problèmes de Seychelles, mais ça touche la population. Ça touche la vie de tous les jours, puisque le problème de Seychelles, ça veut dire donc qu'on veut négliger les centaines de morts qui ont été, qu'on comptabilise maintenant. Ça veut tout simplement dire qu'on se fout, excusez-moi du terme, donc de la vie des gens ici à Madagascar. Les choses courantes ont été omises. Voilà, donc moi je dis simplement que la défaillance vient d'abord du pouvoir et que, deuxièmement, sur le terrain, on voit donc que ce sont les institutions militaires qui sont défaillantes parce qu'il n'y a pas eu de formation adéquate pour lutter contre les dalles, dans le maquis, alors qu'on savait depuis des années que le problème subsistait, mais là, donc, je dis... D'une autre manière moderne. Oui, comme je dis tout à l'heure, qu'il y a eu prolifération, une aggravation de la situation à cause de cette exportation de début que l'on a libéralisée. Alors, vous parlez de défaillance du pouvoir, mais en fin de compte, on parle aussi d'un autre côté plutôt d'un dysfonctionnement de l'administration. Ça va de soi, puisque depuis toujours, donc, c'était une gouvernance que l'on a instituée, c'est que le pouvoir central, donc, on n'a jamais eu confiance au système de déconcentration, mais aussi au système de décentralisation. Maintenant, donc, si la population, donc, on avait eu confiance en elle pour se prendre en charge avec la démocratie participative, participer donc à la vie de leur région localité, on n'aurait pas eu peut-être problème, n'aurait pas été de cette ampleur. Mais maintenant aussi, il faut voir qu'au niveau de l'administration, c'est qu'il n'y a plus d'unicité de commandement dans les districts. C'est-à-dire que le chef du district ne maîtrise plus rien, alors que sous elle, parlons du cas de Béchou, c'est-à-dire qu'en bas du chef du district, donc il y a les chefs fiscaux, il y a tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, tout ce qui concerne aussi donc la santé, etc. Et surtout les forces donc de l'ordre, qui doivent répondre aux ordres du chef du district. Et c'est là que donc sonnette est tiré par les administrateurs civils, parce que comme ils ne maîtrisent plus rien le chef du district, donc c'est l'anarchie dans ces localités. Et comme vous avez bien posé la question, qui fait quoi maintenant? Et pourquoi donc tous les ordres qui affluent quand on arrive dans ces districts, le ministre donne les ordres à son chef fiscal de l'éducation chef fiscaux, le ministre de la Santé va donner des ordres, je dirais, au patron du district de la Santé, etc., etc. Et les forces armées, les patrons des forces de l'ordre, directement à leur, je dirais, subalterne, alors qu'il faut un plan global, donc dans la localité, pour lutter. Cela veut dire, Franck Amerson, que c'est de l'utopie si l'on parle de décentralisation. On ne peut pas encore parler de la décentralisation parce qu'on n'a pas donné les moyens, donc à ces localités, de le faire. Mais si demain, effectivement, non, parce qu'il y a déjà eu les provinces autonomes, donc un début, donc, je dirais, de transfert de pouvoir dans les localités, mais je pense que le pouvoir central n'a jamais eu, que ce soit sur le temps de Raphaël, n'a jamais voulu lâcher. Lâcher parce que vous voyez bien que des ministres qui donc lâchent leur pouvoir à un chef de région, ils se sentent vraiment diminués par rapport donc à la situation locale. C'est encore de l'ego, Franck Amerson. C'est une vue de l'esprit, oui. Oui, alors un autre problème maintenant aussi, ce qui a été soulevé par un des journaux d'hier, c'est concernant les impayés et que c'est quand même énorme. Si on parle par exemple de la douane, mais il y a aussi le problème, le contentieux pétrolier-État, on ne sait pas où est-ce qu'on va encore. Mais tout cela, donc, ça contribue aux dysfonctions de l'administration, puisqu'on n'a pas... Ça illustre. Ça illustre puisque si les douanes, l'administration des finances n'arrivent pas à récolter les recettes qu'il faut, comment voulez-vous qu'on finance des dépenses qui concernent donc la vie de la population? C'est déjà ça. Deuxièmement, le bras de fer État pétrolier, donc les pétroliers se plaignent que l'État leur doit beaucoup de l'argent, notamment donc sur le TVA récupéré, et que l'État aussi dit, enfin c'est toujours l'État qui parle, qui dit qu'il y a 65 milliards d'arrière, donc
qui rentrent pas dans le cadre des TUPP. Mais cela voudrait dire simplement, c'est que le fonds d'entretien routier ne peut pas fonctionner sans les taxes pétrolières. C'est aussi un dysfonctionnement puisqu'on ne peut pas entretenir les routes. Et comme vous voyez très bien que quand les taxes ne rentrent pas, donc on ne peut plus entretenir par exemple les grandes infrastructures. Donc vous le savez bien, on ne reçoit plus d'aide internationale à cause de cette crise. Donc ce qui se passe en Bilbé, tous ces ponts qui s'effondrent, ce qui se passe à Manakar, donc dernièrement, c'est une illustration de ce dysfonctionnement de l'administration. Et puis deuxièmement, il faut dire que le ministère du Travaux publics ne fait pas son travail, puisqu'ils ont déjà des directions provinciales. Par exemple, à Manakar, le bureau des ponts et chaussées qui est censé entretenir tous ces ponts d'infrastructure. Peut-être on l'a pas fait. Là-haut, à Bilbé, maintenant, donc, pour transporter le sucre dans Bilbé, on sera, le camion ne passe pas, ça veut dire qu'on ne peut pas, dorénavant, donc, approvisionner la ville, la région de Diego, par rapport, donc, à ce qui se passe. Donc, ce sont des régions qui vont être isolées. Parce que il y a eu une négligence de la part donc de la brigade DTP pour, je dirais, appliquer les réglementations pour que des camions ne dépassent pas le tonnage, donc pour traverser ces infrastructures. Tout cela, Franck Ramerson, en conclusion, veut dire tout simplement, revenons aux affaires courantes. Ça devrait être ça. Et puis le fait, donc, comme on a dit, ce sont les conséquences je dirais, de ces dépenses. Spectacle, comme vous le dites, à travers votre éditorial. À travers donc ces hôpitaux, des choses que l'on aurait dû affecter uniquement aux affaires courantes, l'entretien courant des routes, l'entretien courant des infrastructures. De la Girama, par exemple. L'entretien courant des hôpitaux, et puis donc l'approvisionnement courant en médicaments de tous ces CSB, et ensuite la régularisation donc du paiement des bourses des étudiants. Ça fait partie des affaires. On se retrouve samedi, Franck. Merci.